En France, c'est devenu, aujourd'hui, je dirais pas que ça fait partie du circuit de l'humour, mais c'est devenu normal qu'il y ait des plateaux d'humour dans les chichas. Et mais tout le monde y va. Moi, j'y suis allé plein de fois, beaucoup même. Ça m'a aidé, en tout cas, à affronter des publics qui sont plus intransigeants. C'est-à-dire que c'est des publics, s'ils t'aiment, ils vont te le montrer. S'ils n'aiment pas, tu vas l'entendre. Qu'ils n'aiment pas, parce qu'il n'y aura pas de bruit. Ouais, mais s'ils aiment, ils vont montrer que t'aimes. C'est pas, en fait, il n'y aura jamais de rire de compassion ou de rire de je t'accompagne, j'aime bien. Non. Du coup, c'est encore plus flippant, quoi. Ouais, si c'est moyen, je rigole pas. Je vais rigoler que si c'est marrant. Tu vois. Et du coup, il y en a, ils arrivent et ils ont 2 rires et ils te disent ah ouais, putain, c'était dur. Je dis non, ça veut dire qu'il y a 2 trucs marrants. Tu vois ce que je veux dire? Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien mais réalisateur de comédie et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Ahmed Sparrow. Merci d'être là, bonne écoute. Bonsoir Montreux, vous allez bien? Cool. Je suis d'origine algérienne et c'est vrai qu'il y a ce débat en France où est-ce que t'es plus de ton pays d'origine ou plus français? Je vais être très clair. J'aime l'Algérie, ok? J'aime l'Algérie. Mais d'ici. De loin. Plus je suis loin, plus j'aime l'Algérie. Je te dis. J'ai vécu des choses là-bas, t'es même pas prêt. Un jour, écoute l'histoire. Je prends un taxi, je dis au chauffeur taxi, monsieur, prenez à gauche, lui, il prend à droite. Je lui dis, monsieur, pourquoi vous ne prenez pas le chemin que je vous indique? Il me répond quoi? Il me dit, oui, je puis pas. Moi, le pronom personnel jus, je connaissais pas, tu vois? Parce que moi, dans ma tête, après jus, il y a un fruit. Jus d'orange, jus de pomme. Lui, il a mis un verbe. Je regarde dans le rétroviseur, je vois qu'il lui manque un œil. Je me suis dit, je suis vraiment tombé dans un taxi chelou. Je lui dis, monsieur, vous avez le droit de conduire comme ça? Il m'a regardé, il m'a dit, t'inquiète pas, il m'a fait un clin d'œil, on a fait un accident. C'est ça le bled. C'est vraiment pas facile. Vraiment pas facile. J'aime le sport. Ah, je m'en bats les couilles des transitions, hein. Je vous dis la vérité, là. Et l'idée, c'est de reprendre les passages des humoristes sur scène qui ont bien marché à Montreux, tu vois, et de voir avec eux comment ils ont fait pour bosser dessus. Et moi, je voudrais qu'on parle tous les deux de celui qui a quasiment créé un standing ovation en plein milieu d'un gala, où tu parles du sport, du tennis. Et avant, au début, tu te présentes et tu dis que tu es algérien. Ouais. Je voulais savoir pourquoi tu vas pas au tennis directement, parce qu'en plus, tu fais même pas de transition, tu sais, tu fais bon, allez, le sport. Tu commences par t'introduire en... Parce que je voulais me présenter au public. Tu vois, j'aurais pu rentrer directement et parler de sport, mais je me suis dit, je vais d'abord me présenter, je vais leur montrer c'est quoi mon délire, que je suis marrant. Tu vois, ouais, c'est vrai. Une fois que le public, une fois qu'ils sentent et qu'ils t'apprécient, ils rigolent pas de la même manière. C'est pour ça qu'on dit les premières phrases d'accroche sont très importantes dans un passage parce qu'ils vont donner le ton du reste du passage. Si ton accroche est pas bonne, c'est-à-dire ta première impression, c'est dur d'arriver à quelque chose de fort derrière. Donc je me suis dit, je vais commencer avec ça. C'est vrai que j'aurais pu ne pas le faire. Ouais. Et puis en même temps, je me suis dit, bon, j'ai un passage sur le sport, il dure combien de temps? Ok, je crois qu'il est 5 minutes, il faut que je fasse 8 minutes. Donc il va falloir raconter des trucs un peu avant. Tu vois? Moi, ce qui m'amuse aussi, c'est le côté sans transition, je veux parler de sport, et en même temps, tu fais une transition. Ouais. Tu vois. Elle est là, la supercherie, entre guillemets, c'est pas une supercherie, mais elle est là, le truc un peu malin, c'est ça, c'est de dire, avec transition, je m'en bats les couilles. Je vais avoir un rire et une transition en même temps. Ouais, tu comprends? Je fais d'une pierre 2 coups. Il m'a regardé, il m'a dit, t'inquiète pas, il m'a fait un clin d'œil, on a fait un accident. C'est ça le bled. C'est vraiment pas facile. Vraiment pas facile. J'aime le sport. Ah, je m'en bats les couilles des transitions, hein. Je vous dis la vérité, là. On passe des arabes au sport, on est sur BFM TV, clairement. On est en Suisse, il y a un sport que j'aurais voulu pratiquer, c'est le tennis. J'adore ce sport. Il y en a qui pratiquent ce sport dans la salle? Ah, normal, hein. Il n'y a pas mieux qu'un rire pour une transition, pour avoir une transition quand tu fais des stand-up. En plus, ça me permet de rentrer directement dans le truc, quoi, tu vois. Ça, c'est pas un truc que tu développes en comedy club parce que justement, tu viens pour tester des vannes. Donc, du coup, je fais un passage là, puis j'ai envie de faire un autre passage là, mais j'ai pas envie de me prendre la tête à savoir. Ouais, ça m'est arrivé. Tu sais, des fois, t'arrives, tu testes. Je dis, ok, bon, ça c'est nul. Et tu passes à autre chose direct. Et tu vois dans les yeux du public Respecte-moi. Tu peux pas faire ça comme ça. T'es en face de nous. Préviens-nous. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça, c'est juste, bon, je vous préviens que j'en ai pas. De transition, on passe à autre chose. C'est juste, et du coup, c'est arrivé comme ça, petit à petit. Bon, y a pas de transition, hein, je m'en bats les steaks, là. Et ça, tu vois que ça marche au Comedy Club, du coup, tu te dis, on va le faire au festival. Ouais, je le fais une fois, 2 fois, je vois que ça marche. J'avais un lien, il n'y a pas de transition, je m'en bats les couilles.
On passe des Arabes au sport, on est sur BFM, tu vois. Ouais. Comme, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, tu dis il n'y a pas de transition, mais t'en fais une quand même. Ouais. Juste après. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est comme ça que je le vois d'un point de vue. Moi, je marche beaucoup au sentiment dans mes blagues. Okay. C'est beaucoup de sentiments, c'est beaucoup de ce que je ressens. Tu vois, ce que je vois, ce que j'analyse dans ce que c'est. Je te donne un exemple tout con. Quand je parle du sport, je vais te parler du joueur de tennis. On a mon sentiment quand j'en parle. Ouais. Mon sentiment, c'est putain, c'est quoi ce. J'adore le tennis, mais putain, c'est des enfants pourris gâtés. Ils ont des trucs, ça me révolte. Tu vois, alors que j'adore ce sport, mais j'ai ce sentiment mélangé de ce sport c'est génial, mais c'est quand même un petit sport de petits mecs qui a de l'oseille quand même. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils ont des privilèges qu'il n'y a pas dans les autres sports. Ouais. C'est comme ça que je vois le truc. Le tennis, c'est le seul sport où le sportif il joue avec un polo Lacoste. Il transpire dans un polo. Moi, le polo Lacoste, je me marie avec. Je te dis la vérité. 100 € le polo, je le suce le crocodile, je m'en bats les couilles, ok? Le joueur de tennis, il m'agace parce que quand il joue, il tape dans la balle, t'as l'impression qu'il fait un effort incroyable. Tu sais, il fait des longs bruits. T'as vu ou pas? Tu sais, il tape dans la balle, il envoie des grands. Et l'adversaire, il lui rend un bruit, mais pas la même note. Sinon, le point, il est annulé, je crois, un truc comme ça. Ça veut dire, si lui, il envoie l'adversaire, il lui rend oh. C'est bizarre. Faites l'expérience, moi, j'ai déjà fait. Regardez un match de tennis, les yeux fermés. On dirait une embrouille de mecs faibles. C'est très très bizarre. Non, tu sais, tu vas entendre des oh. Avantage. Tu viens appuyer sur des choses que tout le monde connaît, mais en même temps, tu viens. Regarde, par exemple, la vanne du joueur de tennis, tu disais, c'est un bourgeois, tu vois. Il joue en polo Lacoste. Ouais. Tout le monde a vu qu'il. Tout le monde a vu qu'il jouait avec un polo Lacoste. Après, toi, tu dis, mais moi, je me marie avec le polo Lacoste. Parce déjà, que c'est cher. drôle. Ouais, mais déjà, c'est drôle. Mais tu pourrais t'arrêter là, mais tu veux quand même sucer le crocodile après. Ouais, c'est pour vous dire, je suis sa pute au crocodile à 100 €. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait, c'était exprimer vraiment mon sentiment. C'est pas vraiment il n'y a pas de construction de blague, c'est ce que je dis. Okay. Moi, c'est ma vision du stand-up à moi. Après, chacun a ça. Ouais, non, mais justement, c'est mon truc de. Moi, j'aime bien exprimer mon sentiment, c'est juste ma vision de la vie. Tu vois, j'aime ça, j'aime pas ci. T'as vu ça, comment moi je le vois, comment je le perçois. Et du coup, j'essaie de faire partager ça au plus grand nombre de personnes en me disant, est-ce que les gens ils pensent comme moi? Tu vois, est-ce que quand je leur explique, ils se disent, ouais, c'est vrai, il a raison. Tu vois. C'est vrai. Le joueur de tennis, il joue toutes les 2 minutes, il s'assoit. Là, il y a un mec qui était caché, il sort de nulle part, il vient en courant, il lui met un parasol au-dessus de la tête, parce qu'il faut pas qu'il bronze, faut respecter sa peau, attention. À côté de lui, il a un frigo. Je répète. À côté de lui, il a un mini-bar. On est sur un dîner presque parfait ou c'est un sport? Faut m'expliquer le délire. Dedans, il prend quoi? Une banane. Moi, ça va trop loin pour moi, je vous dis la vérité. Ça va trop loin pour moi, clairement. Ça va beaucoup trop loin. Moi, j'adore le tennis, vraiment. J'adore le tennis. Mais quand tu m'entends parler du tennis, tu dis, mais t'es sûr qu'il aime le tennis, lui, quand même? Parce qu'il épique un petit peu, tu vois. Mais ouais, mais parce que j'aime ça. Et je regarde tous les détails. Quand je vois un joueur de tennis que toutes les 2 minutes, il s'assoit et qu'il y a un mec qui sort de nulle part et qui vient, il lui met un parasol au-dessus de la tête, je me dis, mais on n'est plus dans le sport, là. Franchement, j'étais dans des hôtels de luxe. Il n'y a personne qui vient qui te met un parasol au-dessus de la tête. T'as un frigo à côté de toi, genre, serre-toi, fais ce que tu veux. C'est n'importe quoi. Mais tu vois, c'est ça, en fait. Quand tu décortiques, au début, nous, on le voit tous les jours, c'est normal. Mais quand tu le décortiques, tu dis, mais c'est pas normal, ça. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est un prive du coup que t'aimes utiliser, c'est-à-dire voir des trucs qui sont complètement acceptés et dire à tout le monde, les gars, on va s'arrêter. Ouais, exactement. J'adore ça. Moi, j'ai fait du foot. Il y en a qui ont pratiqué ce sport dans la salle? T'entends les voix de Gogol, tu reconnais, hein? Non, tu sens qu'ils ont les yeux proches, tu vois? Tu sens qu'ils sont pas à fut-fut. On est d'accord? C'est un sport de gogol, le foot, on est d'accord? C'est le seul sport où les supporters de la même équipe, ils se battent entre eux des fois. C'est le seul sport où les supporters, ils insultent l'arbitre 90 minutes. C'est son métier à ce monsieur, ok? Tous les week-ends, il dit à sa femme, bébé, je vais au boulot. Il va au boulot, il rentre dans le stade. C'est la guerre pour lui. Ils sont 80 000, tous hostiles, ok? T'imagines que déjà, de tous les arbitres, l'arbitre de foot, c'est celui qui court le plus. Ouais, il court genre 10 km par match. Derrière des gens qui courent vite, hein. Genre Mbappé. Mbappé, t'entends son nom, tu sais qu'il va vite. Mbappé, il court très très vite, ce jeune homme. Et sa récompense, c'est de se faire insulter. C'est ça sa récompense. Il se fait insulter par 80 000 personnes. Tu t'es déjà fait insulter par une personne en marchant? Genre tu marches, et un mec il dit, hé connard, t'es pas bien.
T'es pas bien. Lui, ils sont 80 000. Et quand il l'insulte, il est en train de courir. C'est très très relou. Hein. Tu cours et il entend pas des petites insultes. Hein. Il est là. Ta mère, ton père, tout son arbre généalogique pendant 90 minutes. Ok ? Moi, je me mets à sa place, je me dis, putain, j'ai choisi le mauvais sport. Tu regardes dans tous les autres sports, les arbitres sont respectés. Ouais, je serais jaloux des autres. Je serais jaloux de l'arbitre de tennis. Oh, lui, c'est un autre délire. Dans le game des arbitres, lui, c'est Pharaon. Je te dis la vérité. Il a des esclaves blancs mineurs qui ramassent des balles. Qui peut faire ça en 2019 ? T'es sérieux, toi ? Ce passage-là, il vient de... Un jour, je regarde un match de foot. Je regarde beaucoup de sport. Je regarde un match de foot et un match de Ligue 1. Ouais. Et l'arbitre, Tony Chaperon, je crois, il tacle un joueur de foot. Ah, je me souviens, c'est Nantes, Paris ou je sais pas quoi. Il craque, il tacle le joueur. Ouais. Et je lui dis, mais ça y est, il y a enfin un qui craque. Parce que, non, mais j'ai dit, mais depuis tout le temps où les arbitres se font insulter, je lui dis, il y en a enfin un qui craque, quoi. Et lui, il a juste craqué. Tu sais, les gens étaient là au scandale. J'ai dit, mais l'arbitre, mais c'est rien, sur toutes ces insultes qu'il y a eu dans tous ces matchs. Ouais, bah ouais. T'as vu dans les matchs de foot comment ils se font insulter les arbitres, ils sont jamais aimés. Il n'y a aucun arbitre qui est aimé. On n'entendra jamais on aime l'arbitre. J'ai pris le maillot de l'arbitre, je suis fan de cet arbitre, ça n'existe pas. Ils sont détestés. Tu sais, moi j'ai déjà fait arbitre, j'ai déjà arbitré des trucs. Déjà tu joues pas, c'est frustrant. Mais en plus, tu dois te déplacer comme eux, alors qu'on te fait jamais la passe. Et ils courent très très vite. C'est les joueurs qui courent le plus vite au monde. Hein. Après les athlètes, c'est eux les plus rapides. Ouais. Donc tu te dis, enfin, il a eu ça. Donc ça, c'est la base, elle est partie. La base, elle est partie. T'as regardé un match. Mais comment tu t'es dit le tennis ? Comment t'as switché ? Je me suis dit, putain, un match en de tennis. fait, l'arbitre de foot, je me suis dit, mais dans les autres sports, ils vivent pas ça, les autres arbitres. Tu crois qu'il se fait insulter l'arbitre de tennis ? T'as vu les matchs de tennis, comment c'est silencieux ? Il n'y a pas un bruit. De temps en temps, il y a genre un supporter rebelle. Genre lui, c'est le plus ouf des supporters. Et son insulte la plus grave, c'est genre « Allez !» Ça, c'est le maximum de l'insulte. C'est le max. Et l'arbitre de tennis, il le calme avec une phrase, genre « S'il vous plaît ». Et il n'y a plus un bruit. Merci Montreux de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Quand tu te dis, tiens, j'ai envie de parler du tennis parce que je sais qu'il y a un truc bizarre. Je sais qu'il y a un truc bizarre à tirer. Ta méthode de travail, j'ai l'impression que toi, tu vas en comédie club, tu parles de ça, tu tentes plein de trucs, tu dis ça marche. Et puis après, quand tu arrives, par exemple, dans un festival ou dans des choses qui sont captées, peut-être un peu plus, entre guillemets, qui restent, tu dis, je vais garder celle-ci, et je les construis comme ça ? Ouais, en fait, de toute façon, ça s'épure naturellement. En comédie club, c'est fou parce que je démarre des passages avec des blagues que je trouve bien et qui disparaissent du passage. Elles n'existent plus, elles disparaissent de ma tête. Je les ai même plus en tête, tellement je les ai effacées. Je dis, mais en fait, elles sont pas nécessaires, celles-ci, elles sont pas bonnes. Ça marchait, il y avait des rires, mais c'est pas intéressant, j'enlève. Moi, j'ai une manière de travailler où je crée beaucoup sur scène. Tu vois, je pars avec une idée, et vas-y, je vais en parler sur scène. Je suis dos au mur, et trouve des blagues là. Tu vois, il faut que tu essaies d'exprimer ta pensée, ton sentiment, de la manière la plus drôle possible. Donc, je sais ce que je veux dire, je sais de quoi je vais parler. Et comme le tennis, il y a plein de blagues qui sont arrivées. La majorité sont arrivées sur scène. Je te dis vraiment, j'avais le s'il vous plaît que j'avais de base, c'était une des premières, qui n'a pas bougé, mais je savais où elle se situait dans le passage. Mais toutes les autres blagues qui sont placées avant, que ce soit ferme les yeux, on dirait une embrouille de mecs faibles, les blancs mineurs qui ramassent des balles, Pharaon, tout ça, c'est des trucs qui sont venus sur scène. Quelqu'un qui est assis sur un trône en hauteur, le mot que j'ai eu, c'est Pharaon. Tout le monde a cette référence-là. J'ai dit, bon, ça va être ça, Pharaon. Ensuite, derrière, je fais un lien avec des blancs mineurs qui ramassent des balles. On est sur l'esclavagisme, tout ça. Donc, il y a un lien entre Pharaon et l'esclavagisme. Donc, c'est tout ça, mais je le trouve sur scène, ça. Ouais, tu pourrais pas être chez toi, écrire tout un texte. Je l'ai jamais fait et je pense pas que je le ferai. Ouais. Là, aujourd'hui, ils m'ont demandé mon texte pour Montreux depuis 1 mois et ils l'ont pas eu. Parce que je l'ai pas écrit. Parce que je sais pas ce que je veux. Bah ouais, et puis c'est dans ma tête, quoi, tu vois. C'est mes blagues, je les construis sur scène, donc elles sont dans ma tête. Ouais, pour remettre un peu en situation, là, c'est la 32e édition du Montreux Comedy Festival. Tu joues là dans un gala à 17h et à 21h. Ouais. Tu es en premier, et du coup, d'habitude, moi, j'aime bien faire ce podcast une fois que j'ai vu les passages, parce que tu vois, c'est plus intéressant. Mais là, pour le coup, j'aimais bien aussi le passage que tu avais fait, qui avait cartonné il y a 2 ans. Ce qui fait que maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce que tu vas faire ce soir et si tu peux m'en parler un tout petit peu pour en parler. Ce soir, je vais parler de circulation. De circulation ? La circulation. La routière. Routière. Bonsoir Montreux, vous allez bien ?
Moi, ça va depuis le confinement et tout, ça va. Hein. C'est quand même fou ce qu'on a vécu, hein, le confinement. Vous d'ailleurs, vous l'avez bien vécu, ça va, ça? Ouais. Moi, j'ai kiffé, moi. Moi, j'ai kiffé quand ils ont dit « Restez chez vous, vous allez sauver des vies. » Mais de ouf. J'ai sauvé des vies de ouf. Ah, moi, je suis un sauveur. Moi, dans ma tête, je me sens comme quelqu'un qui a participé à l'éradication du virus. Je me sens comme quelqu'un qui a accompli quelque chose de grand, tu vois. Genre un ancien soldat, tu vois. Parce que les futures générations, là, je vais mal leur parler, c'est sûr. Quand ils vont venir me voir, je vais leur dire « Mais qu'est-ce que t'as connu, toi? T'as fait mars-avril 2020? Non. » Pendant le Covid, je me déplaçais parce que je travaillais. Soit en émission de télé, etc. Donc j'avais le droit de me déplacer et la route était vide. Et c'était agréable. Ouais. Et c'est fou parce qu'on voulait que cette situation s'arrête. Et moi, quand la vie a repris son cours, j'étais vénère parce que la route, c'était redevenu insupportable. Tu vois? Ouais. Et j'ai fait un constat, je me suis dit, putain, en fait, sur la route, c'est insupportable aujourd'hui pour tout le monde. Ah oui. C'est pour l'automobiliste, pour le mec en vélo, pour le piéton. Et c'est ce que je dis, en gros, on est tous l'ennemi de quelqu'un sur la route. C'est un genre de poule, renard, vipère, on se déteste tous. Et une blague, mais moi je sais pas si je vais pas raconter les blagues, mais je parle après des différents personnages de la route. Et je vais dire, voilà pourquoi moi lui je l'aime pas. Et voilà, ça. Et du coup, je pense qu'on s'y retrouve tous un peu. Est-ce que c'est le prolongement aussi du fait que tu fais souvent des stories où tu es en bagnole? Ouais, parce que c'est quelque chose que je vis en fait. Ouais. Tu vas le voir, mon sentiment, tu vas le sentir. Ah là, je reprends ma petite vie, c'est vrai, on prend tous sa petite vie. Et moi, j'ai le permis. Je sais qu'il y a des gens qui ont le permis dans la salle, et c'est important ce que je veux dire. Écoutez bien. J'en peux plus de conduire. C'est stressant. Levez la main ceux qui ont le permis. Gardez la main levée ceux qui ont le permis et qui roulent en ville. Ouais, il y a peu de survivants, t'as vu ou pas? Parce que c'est dur, trop d'animosité, les gens sont méchants. Moi, on me respecte pas sur la route, j'ai une Smart. Ah non, les gens me klaxonnent, j'entends petite pute, c'est abusé. Tu sais, après, ils passent à côté de moi, je suis là, bah oui, mais non, je suis une petite pute, hein, qu'est-ce que tu veux que je fasse Et on se déteste tellement qu'on a tous un ennemi sur la route. Chacun, qu'on est dans la salle, on a tous un ennemi. Genre, les camions, eux, ils aiment pas les voitures. Les voitures n'aiment pas les motos n'aiment pas les vélos n'aiment pas les piétons. C'est un poule renard vipère géant, le truc, d'accord? Mais on est tous unanimes pour détester un type de personne. Ceux qui se déplacent avec les une roue électrique comme ça, là, tu vois, avec le zizi devant. Mais qui sont ces gens? Moi, dès que je les vois, je leur rentre dedans, je peux plus me les voir. Qui sont ces gens? Non, on est sérieux, là? Sur une roue, t'imagines, t'as été dans le coma pendant 2 ans, t'es pas au courant que cette merde, ça existe, là. Tu traverses, il y a un mec, il arrive comme ça devant toi. Mais t'es Jésus, toi, tu te déplaces comme ça? Un jour, j'étais au feu rouge, il y en a un, il est arrivé. Il s'est accoudé à ma voiture, le bâtard. Je suis quoi? Je suis un arrêt de bus, moi? J'ai fait marche arrière, il s'est éclaté cher. Je peux plus me les voir. Je peux plus me les voir. Moi, je peux être mort de rire sur quelqu'un qui va parler d'une chose qui me concerne où je vais me sentir concerné par ça, où il va décrire une personne et je vais dire putain, ça c'est grave moi. Et il va me descendre pendant 3 minutes et je vais être mort de rire. Parce que je veux dire, putain, il m'a grave décrit, tu vois. Même si il a décrit quelqu'un de chiant et relou, tout ce que tu veux, mais le fait qu'il mette le doigt sur quelque chose de juste, bah, ça va me faire rire. Et c'est ce que j'essaye de faire avec ce passage-là. J'espère que ça va. Je croise les doigts, hein, j'espère faire un bon passage. Tu l'as testé déjà, ce passage-là? Oui, c'est un passage que j'ai quand même qui est maîtrisé. Rodé, je le maîtrise, j'espère faire un bon truc, on verra. Bon, ça devrait... On verra, on en reparlera. S'il se passe super bien, on rajoute du podcast. Et c'est pas les pires sur la route. Vous savez qui c'est les pires sur la route? Les piétons. Ah, le piéton, il est hostile. Ah, il est méchant. Ah, et ils sont nombreux. Hein. Ah, ils sont en bande, ils sont organisés et tout. Ah non, le piéton, il t'insulte. Parce que la route, aujourd'hui, elle appartient aux piétons. Non, parce qu'ils ont une philosophie de vie très simple. Eux, ils se disent toujours, je ne pollue pas. Mais je vous emmerde. Ils sont comme ça. Et tu passes devant un piéton, en voiture, tu le déranges. Alors que c'est feu vert pour toi et tout. Hein. Non, mais tu le déranges. Il t'insulte. Tu passes devant lui, il t'insulte. Des insultes de piétons. Très relou. Tu passes devant lui et là, oh avec un sac de pommes bio dégueulasse là. Oh tu sais, il est toujours tout seul, il cherche du soutien. Et il finit toujours ses phrases pareilles. Ben voilà. Casse les couilles. C'est vrai. Alors que dans le code de la route, le piéton, il est tout en bas de l'échelle. C'est vrai, il a 0 pouvoir. Au loup-garou, c'est un villageois, il sert à rien, on est d'accord?
Mais le piéton, il a un joker très puissant, et il le sait. Hein. Il sait qu'à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, s'il met le pied sur la route, il passe prioritaire. Mais si je veux, il meurt. T'es quand même un vrai humoriste de stand-up au sens pur. D'ailleurs, tu sais, quand on bouffait tout à l'heure, on en parlait, mais c'est vrai que avant les galas, il y a toujours toute une partie où les équipes techniques demandent aux humoristes de venir pour tester les micros, pour savoir qu'est-ce qui va se passer en lumière, qu'est-ce qui va se passer en son, qu'est-ce qui va se passer dans les déplacements, en fait, pour pouvoir tout contrôler sur la capta. Et toi, t'arrives, tu dis, bah moi, je vais être là, mon micro, il est là, je dis bonjour, et à la fin, je dis au revoir. Bah ouais, mais pourquoi tu veux mon texte? Il n'y a pas de public. Et non, moi, j'arrive, j'ai pas d'effet de lumière. Ouais. J'arrive, j'ai demandé, vous mettez un pied de micro, je vais être là, je vais pas bouger de là. Eux, déjà, ils savent. J'ai dit, je vais commencer. C'est quoi tes premières blagues? Ma première blague, c'est bonsoir Montreux. Et c'est quoi ta dernière blague? Merci Montreux. C'est tout pour moi. Donc au final, tu te donnes aussi la possibilité de contrôler ce qui se passe. C'est-à-dire que si tu vois que ça marche pas, oui. Ouais. Ah oui, je fais au feeling, tu vois, j'aime pas me dire que ça va être ça, même si je sais ce que je vais faire à peu près, je dois m'adapter. C'est moi qui dois m'adapter. Je peux pas être fermé sur un truc. Si ça se passe mal et je reste coincé dedans, je fais de la merde, tu vois. Ouais. Je vois que si ça se passe mal, si j'ai une porte de sortie, je vais la chercher tout de suite. Donc pour toi, l'adage genre public de merde, ça existe pas en fait? Non, ça existe pas. Ça existe pas. Non, mais parce que toutes les fois où il y a eu un public de merde, il y en a toujours un qui s'en est mieux sorti que l'autre. Ouais. Tu vois, je parle en comedy club. Et si le public c'est de la merde, normalement c'est de la merde pour tout le monde, mais même dans les soirées qui se passent mal, t'en as toujours un qui s'en sort mieux que les autres. Et donc tu te dis, bon, il y a quand même toujours quelque chose à gratter avec ce public, donc c'est un peu de notre faute. Il faut pas remettre la faute sur les gens. Après, tu peux dire c'est en public de merde, non. Tu peux dire c'est un public qui a pas tes codes, qui a pas tes références. C'est possible. Tu vas jouer dans un public qui a que des gens de 70 à 80 ans, tu vas pas leur parler d'Instagram. Ouais. C'est logique. Mais tu peux pas dire c'est un public de merde. Chaque public, pour moi, chaque humain peut rigoler et il faut trouver juste comment le faire rire. Donc toi, quand tu montes sur scène, tu te dis, si jamais tu commences les vannes et tu te dis putain ça prend pas, tu peux te donner la possibilité. Ouais, parce que je trouve que je suis assez large dans mon humour. Ouais. Tu vois, j'ai pas mal de blagues un peu différentes dans des... Plein de sujets, quoi. Ouais, dans des sujets un peu différents qui peuvent toucher des trucs beaucoup plus généraux. Je sais que j'ai des blagues qui sont très générales. Ouais. Et je sais que c'est efficace. C'est pas mes blagues qui me font le plus kiffer, mais je sais que c'est des blagues, quand tu les fais, elles marchent. Des blagues de présentation où je parle de moi, où je parle de ma famille. Je sais que ça, peu importe devant qui je vais le faire, les gens vont rire de cette situation-là. C'est marrant, c'est général. Okay. Et ça parle à tous les âges, il n'y a pas de problème, tu vois. Après, t'as des vannes qui vont pas marcher. Je sais que si je vais... pour donner un exemple tout con, moi j'ai déjà joué en chicha. Ouais. Si je vais dans une chicha et je leur parle politique, ils s'en foutent un peu. C'est vrai que ça, les gens, je suis pas sûr qu'ils connaissent vraiment, parce que le comedy club c'est acté, c'est un peu à l'américaine, c'est un endroit où il y a pas beaucoup de gens, où tu peux venir tester des vannes sur Paris, où c'est même accepté entre guillemets par le public que des fois c'est pas grave, tu testes et c'est pas bien, tu vois. Ouais. Mais t'as aussi effectivement les chichas depuis quelques années. En France, c'est devenu aujourd'hui, je dirais pas que ça fait partie du circuit de l'humour, mais c'est devenu normal qu'il y ait des plateaux d'humour dans les chichas. Ok. Tu comprends? Et mais tout le monde y va. Moi, j'y suis allé plein de fois, beaucoup même. Ça m'a aidé, en tout cas, à affronter des publics qui sont plus intransigeants. C'est-à-dire que c'est des publics, s'ils t'aiment, ils vont te le montrer. S'ils n'aiment pas, tu vas l'entendre. Qu'ils n'aiment pas, parce qu'il n'y aura pas de bruit. Ouais, mais s'ils aiment, ils vont montrer que t'aimes. C'est pas, en fait, il n'y aura jamais de rire de compassion ou de rire de je t'accompagne, j'aime bien. Non. Si je rigole, si c'est marrant. Du coup, c'est encore plus flippant, quoi. Ouais, si c'est moyen, je rigole pas. Je vais rigoler que si c'est marrant, tu vois. Et du coup, il y en a, ils arrivent et ils ont 2 rires et ils te disent ah ouais, putain, c'était dur. Je dis non, ça veut dire qu'il y a 2 trucs marrants. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est et tu vois, genre Roman, il adore Roman Fressinet quand il chauffe et dès qu'il il y a pas très longtemps, oh, bah vas-y, j'y vais. Je vais aller me tester. Et même des fois quand lui, il peut aller en test là-bas. Avec des trucs à tester. Des fois, il dit hop, j'ai une chronique, j'ai ça à tester, allez, j'y vais. Parce qu'il sait que c'est un public qui dit la vérité. Okay. Tu comprends? Il n'y a pas de mensonge. Des fois, on peut jouer dans des... Moi, aujourd'hui, avec du recul et avec un peu d'expérience, je m'en rends compte, ça. Je joue, j'ai non, là, c'était de la triche. Tu joues, le public est beaucoup trop chaud. Tu dis là, c'est de la triche. Je suis pas aussi marrant. Tu vois? C'est vrai. Non, mais je te jure. Tu peux sortir d'une salle, retourner à la salle et te dire non. Je suis pas aussi. Je connais, hein. Je suis pas aussi marrant que ça. Tu vois.
Mais c'est de l'objectivité, tu vois. Je sais que je suis quand même, j'aime avoir du rythme, avoir beaucoup de rire dans mes passages et tout. Mais des fois, tu te dis, c'est trop. J'ai pas fait la blague encore. Vous rigolez, c'est pas normal. Tu vois. Attendez la blague, rigolez. Tu vois. Et des fois, il y a des publics qui sont hyper justes. Tu dis là, je suis content parce que je sais qu'ils ont rigolé là où il fallait rigoler. Et là où ils ont pas rigolé, c'est parce qu'ils n'avaient pas de moment où rigoler, tu vois. Ouais. Et dans les chichas, généralement, c'est un public, tu sais, s'ils rigolent, c'est que c'est marrant. S'ils rigolent pas, c'est pas marrant. C'est particulier parce qu'en même temps, tu es face à un public qui, quelque part... alors, oui, il y a une certaine forme d'honnêteté, mais en même temps, le fait d'être sans filtre, tu vois, c'est brutal aussi, tu vois. Ouais. Quand t'es habitué à avoir des gens qui sont quand même dans un... Même si je t'aime pas, je vais quand même, tu vois, te respecter, faire un peu des faux semblants. Enfin, tu vois, une espèce de truc humain, c'est de la politesse aussi, tu vois, quelque part. Mais moi, je pense que on a tous des publics avec lesquels on va être plus à l'aise ou pas, tu vois. Ouais, je pense aussi. Si tu prends un public France Inter, des gens qui ont l'habitude d'écouter France Inter, c'est très gauche, très politique, gaucho et tout. Tu mets quelqu'un qui ne parle de tout sauf de ça, ils vont trouver ça nul et ils vont peut-être pas rigoler, tu vois. Alors que cette personne a été très efficace dans un autre endroit. Ouais. Alors que dans une chicha, si tu peux prendre quelqu'un qui cartonne dans une chicha, tu les mets devant France Inter, ça marche pas. Ouais. Comme l'inverse, quelqu'un qui cartonne France Inter, tu mets devant une chicha, personne va. Tu vois, en fait, l'humour, c'est tellement large et ça, il y a tellement, c'est des goûts et les couleurs, ça se discute pas. Ouais, en vrai, c'est sûr. C'est qu'il y en a, leur style d'humour, c'est ça. Oui, mais justement, c'est aussi peut-être un travail de long terme et qui est vraiment difficile aussi à mettre en place pour un humoriste, mais justement d'être capable de s'adapter, peu importe le public que tu as en face de toi. Quoi. Ça, c'est un truc que moi, c'est dans ma tête de me dire. Et après aussi, c'est aussi de l'expérience. Hein. Je sais que moi, j'ai fait beaucoup de tournées avec Mathieu Madénian, donc tu joues devant un public très Michel Drucker. Ouais. Va falloir être efficace. Ils te connaissent pas. Ouais. Tu vois. Mais non, mais des fois, j'en rigole, moi, mais je faisais Mathieu, des fois je jouais à la fin, les gens ils faisaient des photos avec moi, avec des phrases racistes, mais très clichés, tu t'en profites pas pour me faire les poches, mais des trucs cons, tu vois. Ouais. Mais lui, il est content de sa blague. Tu vois ce que je veux dire ? Lui, il est là, il a vécu toute sa vie dans la Vienne, il est là, tu t'en profites pas pour me faire les poches. Moi, je regarde, je rigole dans ma tête, je dis, ah putain, on en est encore là, quoi, tu vois. Et tu te dis, ouais, mais je me suis adapté à ce public-là, parce que j'ai réussi à les faire rire, tu vois. Et il faut aller chercher. Et moi, en tout cas, j'essaie d'être le plus large possible. En tout cas, pour me concernant, j'essaie d'être le plus large possible. Je suis parti en Thaïlande et il n'y avait pas de corona, pas de confinement, pas de masque, tout était safe là-bas. Arrivé là-bas, au bout d'une semaine, je reçois un mail de l'ambassade de France et ils me disent « Ça va ça se passe, Phuket ?» Je dis « Ouais, ça va et tout. » Il me dit « Super, très bien monsieur, il faut rentrer en France maintenant. » Parce qu'en France, on est des génies. C'était la merde en France. Vous vous rappelez comment c'était la merde ? Nous, on était en sécurité à l'étranger, ils nous ont dit « Hey, il faut rentrer dans la merde avec nous. » C'est ça qu'ils ont dit. Comme ça, on est dans une merde collective, c'est ça la France. Et ils nous ont affrété des avions, tu sais, des avions de l'ambassade. J'en avais jamais pris. Plus jamais de ma vie, j'en prends un. Parce que avion de l'ambassade, ça veut dire avion avec des Français. Mais les Français en Thaïlande, c'est pas les meilleurs départements de France. L'avion, un RER, la vie de ma mère, c'est chaud. Non, non. À un moment donné, il y a un mec qui s'est levé, il a dit « Hey, Joe pilote, je donne 100 €, il me laisse conduire. » Une chicha, le truc. Qu'est-ce que je fous dedans ? Tu rentres en France, tu reprends ta petite vie, et tu te rends compte qu'il y a des gens que t'aimes pas, quoi. Il y a des gens que j'aime pas. J'aime pas les gens qui vont au Starbucks. Et je sais qu'il y en a plein ce soir. Je vous déteste. Non, c'est des pauvres qui se prennent pour des riches. Ils marchent avec leur gobelet, avec leur nom dessus. On dirait des gars. Je peux pas me les voir. Tu sais, ils ont des phrases que j'aime pas, les gens qui vont au Starbucks. Tu sais, le genre de phrase de « Ouais, moi, si j'ai pas mon Starbucks, je passe une mauvaise journée. » Mais nique ta race, vraiment. À 8 € le café, c'est sûr, je passe une mauvaise journée. De quoi tu me parles ? J'aime pas le Starbucks. À chaque fois que je rentre dans le Starbucks, je m'appelle Ahmed, je sors, je m'appelle Fred. C'est Zemmour qui donne les prénoms là-bas ou quoi ? C'est quoi le délire ? T'as toujours commencé à faire par le stand-up ? T'as toujours voulu faire du stand-up ? C'est-à-dire que quand t'es monté sur scène, parce que je sais que t'as un passif de comédie musicale. Ouais, en fait, ouais. J'ai fait une école de comédie musicale. Je suis arrivé un peu par hasard dedans, tu vois. Ouais. On m'a inscrit aux auditions, je faisais rien de ma vie. Vraiment. J'ai été aux auditions, je passe, ils me prennent, je sais même pas comment ça se passe. Aux auditions de comédie musicale. Ouais, j'arrive, mais vraiment, imagine pour quelqu'un qui n'a jamais fait de théâtre, qui n'a jamais rien fait de sa vie, arriver dans des auditions de comédie musicale. Déjà, c'est un passage, tu vois. Faut arriver avec un texte de théâtre, j'en ai jamais fait de ma vie, et une musique que tu dois chanter, interpréter. Et t'as été pris. Et j'ai été pris. Je sais pas ce qu'il a trouvé de bien en moi, le directeur. Et dû se dire, mais ouais, il y a un truc, peut-être. Mais du coup, donc c'était pas viscéral, c'était pas un truc où t'étais petit, tu dansais, tu chantais, et tu t'es dit, je veux faire de la musique. Non, en fait, moi, j'aime beaucoup chanter. Vocalement, je suis à un très bon niveau de chant. Mais que j'ai eu, c'est voilà. Ok. Comme on dit, c'est naturel, entre guillemets, tu vois.
Et après théâtre, j'avais jamais fait. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de cool. Tu sais, j'aime bien rigoler avec les gens. J'aime bien l'humain. C'est-à-dire, j'adore les gens cool. J'aime bien rigoler, passer des bons moments, rencontrer des gens que j'aime bien, revoir des gens que j'aime bien. Ça me met toujours de bonne humeur. Tu vois ce que je veux dire? Toi, je t'ai pas vu depuis longtemps. Dès que je t'ai vu, ça me faisait plaisir de te voir. Non, mais c'est la vérité, tu vois. Genre, je suis content de te voir, même si on se voit pas, on se prend pas de nouvelles. Dès que je te revois, je suis content, ça me fait plaisir. Et j'aime ça. Et c'est une collègue qui m'avait inscrit. J'y vais, je fais l'école de comédie musicale. Et en fait, quand je fais cette école-là, j'apprends, je découvre la comédie musicale, j'apprécie. J'aime, je dis putain, c'est charmé, c'est bien. Parce que moi, j'avais la vision Kamel Wally et tout, mais en fait, quand tu fais cette école, tu vois la vision Broadway, ça n'a rien à voir. La discipline et les trucs et tout. Et pendant cette période-là, je me suis dit, mais en fait, je sais ce que je veux faire. Je me l'étais jamais avoué, mais ce que je veux faire, c'est faire des blagues. Tu vois? Je me dis, mais moi, c'est ça, en fait, que je veux faire, c'est faire des blagues, en fait. Et j'écris 5 minutes et je vais tester. Fin de comédie musicale. T'avais déjà un peu l'expérience, j'ai dit, t'avais déjà fait de la scène, donc le ouais, public en te fait, faisait moins peur. La comédie musicale, l'école de comédie musicale, mon premier rapport avec, entre guillemets, la scène, c'est l'école de comédie musicale. J'en avais jamais fait avant. Et ça m'a permis, justement, déjà d'arriver sur Paris, parce que moi, je connaissais pas Paris. J'étais en banlieue, vraiment à la banlieue, en bas de la cité. Et après, arrivé à Paris, je me suis rendu compte qu'il y avait des scènes ouvertes, d'humour, etc. Quand t'es en banlieue, vraiment... il y a peu d'opportunités et t'es pas au courant de ça, tu vois. Aujourd'hui, tout est connecté, c'est plus simple, mais avant, il y a un peu moins, tu vois. Mais si je fais pas cette école de comédie musicale, je pense qu'il n'y a pas le stand-up derrière. Mais le piéton, il a un joker très puissant, et il le sait, hein. Il sait qu'à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, s'il met le pied sur la route, il passe prioritaire. Mais si je veux, il meurt. Et ils abusent de ce joker, les piétons, aujourd'hui. Ils traversent quand ils veulent, ils te coupent la route, ils s'excusent même pas, ils te regardent même pas. Tu sais, ils passent devant toi, ils te font ça, genre. Mais tu t'es pris pour Magnéto, enculé ou quoi, là? Non, parce que si je veux, tu finis en professeur Xavier, c'est ça que je suis en train de te dire. Là, j'ai découvert récemment, les mamans. Mais elles sont ravagées, elles. Elles s'en battent les couilles. Elles envoient la poussette. Il n'y a plus de respect, d'accord? Le petit, il est là. Maman, on va mourir. Elle s'en bat les couilles. Elle te défie du regard, tu sais, genre. C'est bien ce qui me semblait, petite pute. Et elle y va comme ça. Passez une bonne soirée, Montreux. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si pour finir ce podcast, je te demandais de mettre un passage d'un humoriste à Montreux, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as envie de mettre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui anecdote ou un truc? Franchement, passage d'humoriste à Montreux, je mets soit Jimo, parce que c'est mon frère, ou sinon, j'aime bien Roman, son passage était vraiment bien. Sur les animaux? Ouais. Le passage sur les animaux était vraiment bien. Je crois qu'il y avait un passage de Verino qui était pas mal aussi. J'aime beaucoup Verino. Ok, c'est marrant. Verino, c'est vraiment Pour le coup, c'est moins la bande à clics, tu vois. Grave, non, rien à voir. Mais on s'est rencontrés en dehors. Tu sais, moi, j'aime ça aussi, tu vois. Je suis pas fermé en mode, non, lui, il a cette équipe-là. Non, moi, j'aime tout le monde. Et Verino, c'est vraiment... Tout le monde l'aime bien. Ouais, c'est ouf. Et quand j'ai rencontré, j'ai dit, mais je comprends pourquoi les gens l'aiment bien. Parce que c'est un mec bien. Tu vois, tout simplement. Tu sais, c'est juste un mec, c'est les émotions, comme tu disais. Ouais, grave. Verino, les gens intimes, c'est de la bombe. Je te jure, tu sais quoi, avec Guillermo, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps et qui est génial, Guillermo Guise. Et on discutait et on avait fait un événement, là, les Seigneurs du Château, là, qui est passé sur Canal. Là, on était avec Guillermo, moi, Verino et tout. Et on rigolait sur le fait que Verino, c'était un peu notre délégué à tous. Tu vois? Genre, on était là avec Guillermo, on dit, attends, est-ce que cette vanne, elle est politiquement correcte? Et il faut demander à Verino. C'est lui qui va décider si cette vanne, elle passe. Si cette vanne est peut-être trop misogyne. C'était Verino, notre barème, c'est Verino. C'est lui, on a créé une unité de mesure qui est le vérimètre. C'est Verino qui décide. C'est comme ça. Bonsoir Montreux. Bienvenue à mon gala. C'est vrai. On a une période très particulière. C'est le premier gala que je vais présenter ce soir ici à Montreux. J'en suis très très fier, d'autant que, hasard du calendrier, je fête mes 17 ans avec ma femme. Vous êtes mignons. Vous avez fini par applaudir parce qu'il y en avait d'autres qui applaudissaient, mais j'ai vu, il y a la moitié de la salle qui a fait « ça va aller ?»
17 ans, putain, comment il tient le coup? Il y en a d'autres qui ont fait, mais il a 14 ans. Ouais, ça fait 17 ans que je suis avec la même femme. Et nous, en 17 ans, on a un petit peu tout vécu, hein, je vais pas vous mentir, notamment sexuellement. Une période qu'on a appelée tous les deux affectueusement la période de jachère. Très sympa. 4 mois pendant lesquels on n'a eu aucun rapport sexuel. Rien du tout. 2 mois avant la naissance de mon fils, 2 mois après. Rien du tout. 2 mois avant, parce que là, tu touches plus rien. 4,5 kg mon fils à la naissance, hein. T'imagines la taille du ventre? Je n'avais plus accès à cette personne, je ne pouvais pas. Elle était énorme, on a essayé en levrette, elle roulait sur le côté, c'était un bordel. C'est vrai. Et 2 mois après, juste parce qu'on était fatigués, j'imagine qu'il y a des parents dans la salle, faut le dire, hein, quand ton bébé est né, c'est terminé. Ah ouais, il dort pas, tu dors quand même. Hein. Et c'est-à-dire que tu fais des nuits de 20 minutes. Techniquement, cligner des yeux, ça devient une sieste. Vraiment, tu vois ta femme nue sur un lit, ton fantasme, c'est le lit. Je veux pas que tu gênes.